je me détruisais, puis je savais que je me détruisais. J'étais à terre, je me faisais battre tous les jours. Elles sont à peine sorties de l'enfance et elles se retrouvent dans les griffes de proxénètes. Leur corps est une marchandise. La prostitution juvénile, milieu troublant et sournois où il est facile d'entrer, mais difficile d'en sortir. Midi et demi, premier client de ma journée. 3 heures du matin, 14e client. La première fois que j'ai fait des clients, c'est moi qui ai dit au gars « Ah, j'aimerais ça faire de l'argent. » Mais comme après que je l'avais fait une fois, c'était plus moi qui voulais. Là. C'était comme « Ah, bien la dernière fois, t'as ramené beaucoup d'argent, on pourrait le refaire. » Bonsoir, bienvenue à JE. Fugue, drogue, prostitution, c'est malheureusement un refrain que l'on connaît. Mais que se passe-t-il après le retour d'une fugue? Comment sortir ces adolescentes de leur tourment et surtout du joug de leur pimp? Ce soir, nous vous proposons une incursion dans une unité d'encadrement intensif de la DPJ, là où les caméras sont très rarement admises. Une unité pour déprogrammer ces jeunes vulnérables. Donc, on arrive à l'unité d'encadrement intensif. À partir d'ici, on a besoin des clés pour circuler. Geneviève Savard est chef d'unité dans l'un des rares lieux d'encadrement intensif de la DPJ. Par mesure de sécurité, l'emplacement est gardé secret. Les jeunes filles qui atterrissent dans cette unité ont entre 12 et 17 ans, fugue à répétition, consommation de drogue, idées suicidaires, violence, prostitution. Ces adolescentes sont particulièrement vulnérables. Si elles sont transférées ici, c'est qu'elles représentent un danger soit pour elles-mêmes ou pour les autres. Leur milieu de vie est donc complètement aseptisé. Exemple, quand on termine le repas, on s'assure d'avoir récupéré tous les ustensiles. Ici, vous ne verrez pas de trombone, vous ne verrez pas d'épingle, vous ne verrez pas... quand vous avez visité le cocon tout à l'heure, il y avait des lumières et tout ça, mais tout est attaché pour pas qu'il y ait un fil, pour pas que ça soit... Donc, il faut essayer de toujours avoir en tête la sécurité des enfants, la sécurité du personnel, la sécurité de toutes les personnes qui circulent ici. Donc, Parce que c'est des jeunes filles qui, dans certains cas, ont déjà eu ou peuvent avoir des comportements destructeurs ou c'est des jeunes filles, exact. C'est des jeunes filles qui sont dans une situation de vulnérabilité, puis des fois, comment elles composent avec ça, bien, ça peut être par des comportements qui peuvent être explosifs ou introvertis, puis s'en prendre à elles-mêmes. Durant la période de prise en charge, les jeunes filles ne peuvent pas sortir de l'unité d'encadrement. Elles vont à l'école à l'intérieur même de l'établissement sécurisé et n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Si les filles peuvent pas se maquiller, c'est une décision qu'on avait prise justement parce qu'on voulait que les filles se centrent sur l'être et non le paraître. Qu'il n'y ait pas de maquillage, pas de fer plat, c'est le strict minimum. Des bijoux, c'est sûr que t'as quand t'arrives, il n'y en a pas d'autres. La triste réalité, c'est que la majorité d'entre elles ont eu un contact de près ou de loin avec le milieu de la prostitution. C'est toutes des histoires d'horreur qui vont à la limite de notre imagination. Je suis portée souvent à me dire ça se peut pas, ce qu'elles ont vécu, c'est impossible. Puis, tu sais, des fois, juste lors d'une admission, on a accueilli des jeunes filles qui arrivent, qui n'ont pas de vêtements, là, ils ont un petit manteau, puis il n'y a rien en dessous de ce manteau-là. Déprogrammer, déconstruire ce pourquoi ces adolescentes ont été manipulées, c'est le rôle que se sont donné Marie-Maude et Cindy, 2 éducatrices de l'unité. On va toutes ressortir les incohérences des fois quand ils arrivent. Ils vont tenir des propos, justement, on entend les pimps là, derrière, là, on entend vraiment le discours. Puis quoi, par exemple? Tu sais, qu'ils vont faire de l'argent, que c'est un monde de luxe, qu'ils n'ont pas nécessairement de conséquences, qu'ils vont les protéger. Ils ont toute cette idée-là quand ils arrivent, puis on va le voir dans le processus tantôt de la lune de miel, où ils sont complètement obnubilés par tout ce qui se passe. Fait que dans le fond, nous, c'est sûr que c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. On va venir créer l'ambivalence, on va venir semer le doute. Bienvenue, mesdames, à MIA. Ce soir, nous assistons à la 4e de 9 séances de l'atelier « Mia n'est plus à vendre ». Les traits juvéniles des participantes contrastent avec leur lourd vécu. En vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, nous protégeons l'identité de ces jeunes filles. À cette étape-ci, elles doivent nommer les moyens utilisés par un proxénète pour les amener à se prostituer. Si, mettons, on nomme des étapes, là, le premier contact, situation de crise, reprise d'activité, l'implication, l'engagement, la coupeur, la lune de miel... C'est comment que le pimp fait pour t'embarquer dans la prostitution. Exactement ça. Oui. C'est les étapes par lesquelles vous allez passer. À cette étape-ci, les jeunes filles doivent nommer les moyens utilisés par un proxénète pour les amener à se prostituer. Les gars de gang ou bien les recruteuses, ils vont être dans tous les milieux où ce que vous fréquentez, où ce que vous allez. Vous pouvez être emmené dans ce milieu-là par une connaissance, une amie. Ça peut être malheureusement ton ami qui te recrute.
C'est très cher. Effectivement. Voilà. Rendu là, questionne-toi sur le genre d'amis que tu as si tu te ramasses là-dedans. Mais peut-être obligé de faire ça aussi. Peut-être aussi. Parmi les victimes, certaines ont dû se prostituer, d'autres ont agi comme recruteuses pour des réseaux de prostitution. Des fois, on a des filles qui sont un peu plus structurées, qui vont avoir une façon de faire, mais souvent, c'est que les recruteuses vont aussi avoir été victimes, vont avoir été amenées à faire du recrutement pour se sortir un peu de ça, en espérant peut-être sortir de la prostitution, vivre un peu moins de violence, mais ce qu'on se rend compte au final, c'est que souvent, les filles vivent à peu près la même chose, qui recrutent ou qui fassent de la prostitution, ils vont se retrouver avec des conséquences pareilles. Si une fille ramène pas, peut pas vendre une fille à un pimp, elle peut se faire battre, elle peut être victime de violences de toutes les sortes. Les éducatrices questionnent les participantes sur ce qu'elles estiment être des avantages de la prostitution. L'argent que tu fais, le fun que tu as avec les amis du pimp, puis genre, mettons, les affaires que tu reçois là. Tu veux de la drogue, t'as pas d'argent, ben si tu te prostitues, tu vas avoir de l'argent. Tu veux des vêtements de marque, si tu te prostitues, tu vas avoir full d'argent, tu pourras t'en acheter. Puis on leur explique la façon avec laquelle le proxénète tentera de les désensibiliser face à la sexualité. C'est vraiment pour vous amener à concevoir la sexualité comme un jeu. Puis après ça, dans les étapes suivantes, ce sera plus facile de vous convaincre que c'est correct de le faire. Tu l'as déjà fait, il te restera juste à le faire pour de l'argent. Oui, mais aussi, c'est pas juste genre coucher avec le monde. Des fois, il peut juste l'apporter aux danseuses ou faire danser des filles devant elles. Absolument. Puis tu sais, gangbang, c'est à partir de combien de personnes? C'est vous et combien de personnes? 2 autres personnes. C'est pas trop. Exactement. Bien, tu l'as dit, c'est comme ça que ça va être amené. C'est immense, la manipulation qu'ils vont utiliser, puis toutes leurs techniques pour amadouer. Qu'est-ce qui est le plus difficile à déconstruire, à déprogrammer? Ouais, l'aspect de l'argent. Parce qu'ils pensent tellement qu'elles font de l'argent, là, mais on n'a pas eu une jeune fille qui est arrivée ici avec de l'argent. Ils se font même des fois à croire, puis ils croient là, que l'argent est mis dans un compte, déposé ailleurs, puis qu'ils vont y avoir accès quand ils seront plus au centre jeunesse, puis c'est de déconstruire ça. Parce qu'après ça, quand la fille a quand même, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont en contact, ils manipulent cet argent-là. C'est quand qu'il faut que ta lumière, elle allume. Vas-y donc. Mais quand tu remarques que le gars, admettons, qui arrive avec une grosse voiture, qu'il te présente plein d'amis, il t'offre de la drogue gratuite. Mais c'est excellent parce qu'à votre âge, à 14, 15, 16 ans, qui a un char de luxe avec les mags, le char monté? Des pimps. Voilà. Ou le gros condo, le penthouse. Si elles décrivent les comportements avec beaucoup de facilité, elles commencent à peine à réaliser qu'elles en ont elles-mêmes été victimes. OK, là, tu viens vraiment de te rendre compte que tu étais là-dedans, que tu as été exploité, qu'il y a des gens qui ont profité de toi. Ça, c'est difficile aussi. Souvent, ça va être le sentiment de redevance au pimp qui va vous amener à faire ça. C'est à moi qui ai donné ces cadeaux-là. Exactement. Fait que là, ils vont vous faire sentir coupable, ils vont vous faire sentir responsable de leur situation. Puis c'est là où ils vont vous amener à dire, tu sais, l'autre fois, tu l'as fait avec mes amis. Là, tu pourrais le faire. La même affaire, c'était cool, on a eu du fun. Tu pourrais faire la même affaire, mais ramener de l'argent en même temps, ça règle mon problème. Tu voulais tant ton nouveau bijou, tu vas pas te le payer en plus. Voilà. Tu vas sortir de là avec plein d'argent. Tu as juste à m'en donner un peu pour que je puisse payer les dettes, puis le restant, tu l'auras. Mais ce qu'il te dit pas, c'est que le cash que tu vas faire, C'est lui. et tu vas devoir lui donner. On a beaucoup de filles qui vont passer dans les motels. C'est majoritairement ça. L'horaire de ma journée, votre journée dans ce milieu-là, ça part sur un moyen temps. Là. Midi, transport ma tante. Midi et demi, premier client de ma journée. Mais on en a eu des jeunes filles dans les derniers mois, dernière année, que c'est aux 15, 20 minutes, 30 minutes, les clients. Là. 4 heures, on est rendu au 5e client. Fait que si tu installes une jeune fille dans une chambre d'hôtel, elle devient payante rapidement. Là. Minuit, c'est à mon tour de danser. 14e client, 4 heures du matin, on revient me chercher. Je dois maintenant rendre des comptes.
Des détails choquants. Elisabeth, vous êtes allée tourner il y a quelques mois déjà et vous avez des nouvelles de ces jeunes. Parmi les 7 jeunes filles, 2 ont quitté l'unité, ne sont jamais revenues. L'une a trouvé un travail et sur le point de compléter son secondaire. Marie-Christine, si ça prend parfois quelques jours, quelques semaines pour arriver à manipuler, à amener ces jeunes filles-là vers la prostitution, le travail de déprogrammation, lui, peut s'étirer sur des mois, voire des années. Oui, ça peut être très long. Et au retour, vous serez renversé par le récit de 2 anciennes fugueuses. J'ai eu des représailles, là. J'avais déjà volé de la drogue à des gens pas corrects, puis ils m'ont retrouvée, puis j'ai été séquestrée. J'ai été violée par 6 garçons. Ces jeunes qui réussissent à sortir du milieu de la prostitution, ils laissent souvent leur innocence et leur naïveté. Elles conservent parfois un sentiment de honte et de culpabilité. Le travail des intervenants, en fait, c'est de les amener à réaliser par elles-mêmes qu'elles ont été exploitées. Pendant que toi, tu travailles et que toi, faut que tu te gèles la face pour continuer à travailler parce que lui, il est bien sur son fauteuil, dans son condo. La vie, oui, effectivement. Un condo qui paye avec ton argent. Avec ton argent. La jeune fille que vous venez d'entendre, nous la nommerons Sophie pour les besoins du reportage. Elle est l'une des 7 adolescentes que nous avons rencontrées dans l'unité. Dans son cas, c'est à l'âge de 15 ans qu'elle s'est retrouvée en centre jeunesse. Après une première fugue, elle a commencé à fuguer à répétition. Quand t'es en fugue, t'es vraiment vulnérable, puis ça paraît. T'as besoin de combler tellement de besoins de base que comme n'importe quelle personne qui va aller devant toi puis qui va t'offrir « Hey, tu viens de ça avec moi? » tu vas accepter tout de suite, c'est sûr. Là, C'est comme ça que tu as été recrutée, toi? Ben, ouais, pas mal. Durant ses fugues, la jeune fille a commencé à se prostituer. Elle explique qu'elle le faisait pour payer sa consommation, mais surtout parce qu'elle se sentait redevable envers ceux qui l'hébergeaient. La personne, elle t'héberge, elle te donne de la drogue, comme, elle fait plein de choses pour toi, fait que tu te dis, je peux comme rien lui redonner. Fait que genre, tu fais la seule chose que tu penses pouvoir lui redonner. Une fois que tu as eu des relations sexuelles, ben il pourrait te dire que la prochaine fois, genre, tu pourras en avoir, puis tu pourras avoir de l'argent, comme ça, genre, tu vas pouvoir payer de la drogue, genre. Pourquoi tu fuguais? Est-ce que tu le sais aujourd'hui? Ben, les sensations fortes, genre la consommation, les pulsions sexuelles. Il y a aussi comme le manque affectif, là. Ça venait combler un vide. Est-ce que tu aurais parlé de ta situation de la même façon il y a quelques semaines, quelques mois, ou tu sens que Pas du tout. Non. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je prenais pas ça comme des viols au début parce que je disais que j'étais consentante. Puis pendant les trucs de consentement, la première fois que j'ai fait l'atelier, j'étais comme « Ah, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai ». Mais comme la deuxième fois que j'ai fait l'atelier, c'est vraiment venu genre éveiller que « Hey, ils ont raison ». C'était pas tant... J'étais pas vraiment consentante, là. J'avais même pas toute ma tête. Puis surtout, quand tu reviens puis que t'as de la misère à marcher, t'as tellement honte, là, en dedans de toi, là. T'as tellement pas le goût d'en parler, là. Pendant une fugue, j'ai eu des représailles, là. J'avais déjà volé de la drogue à des gens pas corrects, puis ils m'ont retrouvée, puis j'ai été séquestrée. J'ai été violée par 6 garçons. Là, j'ai genre vraiment eu peur, là. Puis je pensais que ça allait être assez, genre, pour me permettre que, genre, de pas recommencer à me remettre en danger. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moi, j'avais pas le goût d'affronter le regard des éducateurs, du « qu'est-ce que t'as fait encore ». J'allais avoir beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que j'ai fait. Puis il aurait fallu que je parle aussi de mes relations sexuelles que j'ai eues avec les garçons dans l'immeuble. Puis genre, j'avais honte. Mais c'est le sentiment le plus dévastateur. Camille, non fictif, dit bien connaître ce sentiment de honte. À au moins 4 reprises, elle s'est retrouvée en encadrement intensif. Ses premiers contacts avec le milieu de la prostitution ont débuté alors qu'elle avait à peine 13 ans. Ben, je m'avais créé un faux Facebook sous un faux nom, puis j'étais vraiment populaire dessus. Fait que j'avais tout le temps plein de gars qui m'ajoutaient, puis moi, j'acceptais n'importe qui tout le temps. Ils m'ont pas directement rentré dans la prostitution, ils ont commencé à me parler de la criminalité autour de ça, de la drogue, de vendre la drogue. J'en ai vendu jeune la drogue, de faire de la fraude. La première fois que j'ai fait des clients, c'est moi qui ai dit au gars « Ah, j'aimerais ça faire de l'argent ».
Tu sais, peut-être de faire ça, ça serait nice, je pourrais te ramener de l'argent, blabla. Mais comme, après que je l'avais fait une fois, c'était plus moi qui voulais, là. C'était comme, ah, bien, la dernière fois, t'as ramené beaucoup d'argent, on pourrait le refaire, non, ça serait nice. Alors qu'elle baigne dans le milieu depuis quelque temps, elle planifie une fugue vers Vancouver. J'avais pas mon cell, j'avais plus de Snap, j'avais plus de Facebook, j'avais plus Instagram. Ils m'avaient tout fait supprimer. La police est vraiment venue cogner à la porte, j'étais là, puis ils m'ont ramassé, puis mon Dieu Seigneur, merci de m'avoir sorti de cet enfer-là. Ça a été quoi le déclic pour toi? J'étais rendue trop loin, là. Je me détruisais, puis je savais que je me détruisais. J'étais à terre, je me faisais battre tous les jours. Vers la fin, là, j'étais tannée, je savais que c'était malsain. Au début, j'étais naïve, je voulais juste de l'amour, mais à la fin, je savais qu'ils s'en foutent de toi, ils veulent juste de l'argent, ils veulent juste que tu leur ramènes des affaires, ils veulent juste leur ramènes d'autres filles parce que toi, tu ne sers plus à rien, tu ne veux plus servir à rien un jour, bientôt. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, sur mon estime, sur qui j'étais vraiment. Je me suis rappelé que j'avais des buts, des ambitions, que je méritais quelque chose toute mon enfance. Je suis bonne à l'école. Je me suis rappelé tout ça, justement. C'est là que j'ai été vraiment capable de faire une croix sur ce monde-là. Aujourd'hui, Camille a 16 ans. Elle est sobre depuis plus d'1 an et est sur le point de compléter une formation professionnelle. Il existe des moyens de remonter ton estime, d'aller chercher l'attention que tu as besoin ailleurs. L'adrénaline, là, d'être gelé, de courir dans les rues de Montréal, de jamais savoir quoi faire, de faire des affaires à risque, bien, va sauter en parachute, va faire des activités. Tout ce que tu retrouvais dans ce milieu-là, tu peux le retrouver ailleurs, mais vraiment plus sainement, puis c'est ça qui moi, m'a sauvée, là. Sophie, elle, aura bientôt 18 ans. Si son désir de quitter ce milieu qui l'a tant fait souffrir est très présent, la crainte de retourner vers ce qu'elle connaît l'est aussi. Surtout dans les moments que tu te sens le plus vulnérable, que c'est comme plus que tu as déjà goûté, tu peux te dire que bien, ça sera pas pire, je sais déjà c'est quoi. Pour la toute dernière séance de l'atelier Mia, les participantes devaient rédiger une lettre. Sophie, elle, a choisi de se l'adresser. Dans 1 an, tu vas être majeure et personne ne sera là pour te sauver. Arrête de te critiquer et de te dire que tu feras rien d'autre de mieux. Je trouvais important de comme me dire que genre je vaux quelque chose dans la vie puis de pas donner toute l'attention à mettons, on me fait écrire à un proxénète, bien, pas y donner l'attention, il en a déjà eu assez. C'est au moment que c'est à moi de me donner de l'attention, puis je le mérite, puis j'y ai le droit. Au retour, connaissons-nous vraiment l'ampleur de la prostitution juvénile au Québec? Il y a des gens qui veulent des jeunes filles de plus en plus jeunes et la valeur est de plus en plus élevée. 2 ans après la mystérieuse disparition d'Hélène Martineau. Ta sœur est quelque part, mais tu sais pas où, là. Entrevue exclusive. Images jamais rendues publiques. Avez-vous tué votre femme? Non. JE rouvre l'enquête, jeudi, 21h. Même s'il y a encore trop de jeunes qui glissent et s'enfoncent dans le milieu de la prostitution, les investissements dans la lutte à l'exploitation sexuelle au cours des dernières années ont quand même aidé à sensibiliser et à prévenir. Les fugues ont diminué de 11 % selon les plus récentes données fournies par le ministère des Services sociaux. C'est donc un pas en avant, mais il reste tout un chemin à parcourir. En mars 2018, le gouvernement libéral annonçait un budget récurrent de 11 millions de dollars pour lutter contre les fugues en centre jeunesse et l'exploitation sexuelle. Une réponse aux nombreux cas de fugues médiatisés à l'hiver 2016 et au rapport Lebon qui a suivi. Aucun compromis ne peut être fait en regard de la sécurité des jeunes. 1 an plus tard, un peu plus de 9 millions de dollars ont été investis tel que prévu et le nombre de fugues dans les centres jeunesse a diminué de 11 % en 2018-2019, soit 601 fugues de moins par rapport à la même période l'an dernier. Les principaux corps policiers qui ont des unités de lutte à la prostitution juvénile unissent leurs forces depuis 2017. Le nombre de dossiers a grandement augmenté. En fait, on passe de 85 dossiers en 2015 et maintenant, en 2017, 319 dossiers. Il y en avait certainement autant à l'époque. C'est juste que maintenant, on est mieux outillés pour pouvoir les détecter. Si la force de frappe est plus grande, les proxénètes, eux, ont raffiné leur technique de recrutement. Qu'est-ce qu'un proxénète fait? Bien, il scrute les médias sociaux. Comme quelqu'un veut se faire des amis, il va aller sur Facebook ou d'autres médias et va communiquer. Et on essaie d'attirer, de leurrer de ces jeunes-là à, justement, développer une relation. Et cette relation-là, malheureusement, va vers l'exploitation sexuelle. Que vos enfants aient dans une école privée,
que vous ayez de bons revenus, que vous ayez un très bon travail, ça ne vous met pas à l'abri de ça. Je ne veux pas faire paniquer les gens qui vous écoutent présentement. Il n'y a personne qui peut se considérer comme à l'abri. Le député caquiste et ex-policier du SPVM, Yann Lafrenière, réclame une commission parlementaire spéciale sur la prostitution juvénile. Il veut un meilleur portrait des victimes et des jeunes à risque qui, dit-il, sont recrutés de plus en plus tôt. Il y a des gens qui veulent des jeunes filles de plus en plus jeunes et la valeur est de plus en plus élevée. Quand vous avez une jeune fille, 12 ans, 13 ans, la valeur peut aller à 200 000 $, puis vous savez qu'à la fin, ils vont se les vendre entre eux. Hein? Une jeune femme dans le milieu pourrait certainement remporter, je dirais, peut-être dans les milliers de dollars, peut-être ça peut être de 2 000 $ peut-être par jour, ça peut aller un petit peu plus. Encore là, ça dépend, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont exploités au maximum de leur capacité. Quand il y a trop de chaleur ici, ils vont les déplacer dans une autre province, que ce soit l'Ouest canadien ou l'Ontario. Mais c'est des gens qui vont être hypothéqués à vie. Déjà, à l'âge de 10 ans, il faut être en prévention. Parce qu'à 12 ans, elles sont recrutées déjà et certaines vont vivre des atrocités déjà à 12 ans alors que tu es un petit enfant, tu es une petite fille. Là. Un phénomène inquiétant, actuel et bien réel. Toutefois, impossible d'avoir un portrait précis de la situation au Québec. On ne sait pas combien de jeunes se retrouvent ainsi coincés dans la spirale dévastatrice de la prostitution. Les principaux corps de police à qui nous avons demandé des données sur l'exploitation sexuelle nous parlent de chiffres noirs, donc une statistique inconnue. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou encore de l'information à nous transmettre, faites-le sans tarder par courriel à je@tva.ca, au téléphone 1-888-822-5353 ou encore sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. Pour revoir cette émission, vous pouvez en tout temps consulter le site web de TVA Nouvelles et aussi en rattrapage. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, 21h.